D'automne à tonne, je reste sans voix ni vue, l'esprit à nu. Les feuilles oranges, vertes, rouges, jaunes, à l'aspect fou, sont toutes floues. Mon regard se tait, mon cœur se trouble, ma douleur est si grande. Le froid est sec, des larmes tombent, fougèrent dans la houille. La pluie embrume le sol démuni. Alors la personne que vous venez d'entendre s'appelle Sarah Mostrel. Bonjour Sarah. Bonjour Gérard. Sarah, on se connaît un peu, on s'est connus par la poésie. Et j'ai suivi un peu votre parcours. Vous êtes, on peut dire, une artiste polymorphe. Vous êtes à la fois écrivaine et poétesse, donc je l'ai dit. Vous êtes aussi musicienne et chanteuse. Vous êtes aussi artiste peintre, vous allez nous en parler. Et pour couronner le tout, vous êtes journaliste. Mais comment vous arrivez à faire tout ça à la fois ? Je sais pas. Je crois que les choses se sont ajoutées en fait au fur et à mesure du temps. Ça a commencé au tout départ par la musique quand j'étais petite. J'avais fait le conservatoire. Et puis ensuite, ça s'est continué par l'écriture, mais bien plus tard, il y a une vingtaine d'années. Et puis ensuite, j'ai plus jamais arrêté. Et j'ai repris la musique que j'avais donc beaucoup pratiquée jeune, en chantant sur scène mes chansons, enfin des textes que j'ai écrits, parfois composés aussi. Et puis ensuite, il y a une dizaine d'années maintenant, je me suis mise à la peinture, et comme tout devient une passion chez moi assez vite, dès que ça touche la création finalement, j'expose et aussi mes photos. Il y a aussi une nouvelle impulsion récente sur l'exposition de photos. Donc en fait, je sais pas comment j'arrive à tout faire, parce que c'est vrai que je travaille à côté. Donc, mais bon, c'est des passions, c'est la passion qui me guide, hein. C'est vraiment la passion. Oui. Et donc le texte qu'on vient d'entendre est issu d'un livre qui s'appelle Gris de peine et qui a été publié tout récemment aux éditions du Cygne. Et donc la poésie, alors, pour les tableaux... Texte que j'ai dédié à mon père. Ah oui, c'est un texte que vous avez dédié à votre père disparu il y a 2 ans. Et donc ici, sans trahir de secret, on voit que vous êtes à la fois passionné par les livres et par les tableaux. Il y en a partout. Oui, je suis désolée. Désolée de quoi ? Non, au contraire. Moi, je pense que c'est intéressant, parce que quand les gens me reçoivent chez eux, je vois déjà leur univers, même si je connaissais un peu le vôtre. Je vois déjà leur univers à travers leur décor. Et c'est quelque chose d'important. Mais donc, comment vous êtes arrivé à ce parcours je le disais, polymorphe. Aujourd'hui, vous vivez du journalisme, mais à côté de ça, vous développez tout un tas d'art. Et je crois que vous allez être bientôt dans un grand salon de peinture. Voilà, tout à fait. J'expose du 23 au 27 octobre au salon d'automne sur les Champs-Élysées, qui est un grand salon de peinture mythique, puisqu'il existe depuis très longtemps. Donc je suis ravie de participer à ce salon, qui est assez prestigieux. Et je suis devenue sociétaire du salon d'automne très récemment. Pour raconter un peu mon parcours en quelques mots, je suis vraiment venue d'un autre univers, puisque je suis ingénieure de formation, donc électronique, informatique, donc aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Je m'en suis détachée à peu près 8 ans après avoir fini cette école d'ingénieur, donc j'ai travaillé dans l'informatique. Mais ça ne me correspondait pas, je voulais m'écarter du technique, j'avais besoin de m'exprimer, de création. Et puis quand la poésie est arrivée, c'est justement ce biais par lequel on s'est rencontrés. Ça a été presque une révélation, quelque chose de divin qui m'est tombé dessus. J'ai ressenti en tout cas assez comme de cette façon. Et puis j'ai plus jamais cessé d'écrire. Et puis je pense qu'une chose en a amené une autre. J'avais des envies, des opportunités. Bon, je les ai pas mal cherchées aussi. Je me suis essayée à peindre. J'ai approfondi la musique qui m'a toujours habitée et que j'adorais. Je travaillais avec des compositeurs pendant des années. Donc voilà, les choses se sont mises en place de cette façon. Je ne sais pas trop l'expliquer en fait. C'est un petit peu des choses qui se sont enchaînées. Mais c'est surtout l'amour de la création, la passion. Et puis ça m'a donné un sens aussi, peut-être aussi à ma vie. Enfin, ça correspond tout à fait à ce que je suis, je crois, quoi. Si je vous demande comme ça, Sarah, c'est quoi pour vous le bonheur ? Alors c'est un grand mot, c'est pas un gros mot, mais c'est un grand mot. Moi je dirais que c'est la lumière en fait. Pour moi c'est le fait de détenir, en tout cas d'essayer d'avoir une certaine lumière qui me guide en fait. C'est d'avoir toujours cette lumière
qui existe malgré les difficultés de la vie et qui permet de rebondir et qui permet d'avancer et qui permet toujours de s'émerveiller d'admirer le moment présent et de le mettre à sa juste valeur. Donc c'est vraiment pour moi cette lumière que j'ai envie de définir comme source du bonheur et source de tout jaillissement finalement. Donc c'est celle que je cherche depuis toujours et je suis toujours en quête de cette lumière et je la trouve de temps en temps et c'est génial. Voilà, mais elle est tellement puissante qu'il faut plus qu'une vie pour la trouver, bien sûr. Et vous diriez qu'elle est épisodique, qu'elle est fugace, ou qu'au contraire, c'est quelque chose qui se joue sur le très long terme? Non, je crois que ça se joue sur le long terme. Je crois que c'est quelque chose qu'on détient ou qu'on détient pas, ou qu'on recherche en tout cas, et qu'on essaye de posséder, on essaye de détenir en tout cas, mais c'est vraiment un guide, donc on peut l'apercevoir de manière fugace, mais puisqu'elle revient, en fait, on peut dire que quelque part, elle est là sur le long terme, et je pense qu'elle est là sur le long terme. Et est-ce qu'on comprend toujours au moment où on le vit qu'on est heureux, ou c'est a posteriori qu'on se dit « Ah là là, j'étais vraiment heureux à ce moment-là » ? Le bonheur et être heureux, c'est censé être la même chose, mais je ne le ressens pas tout à fait de la même façon. Être heureux, c'est très très compliqué, je trouve. Être heureux, ça voudrait dire être comblé de toutes parts. Je ne sais pas si ça existe. Des petits moments de bonheur, il y en a beaucoup. Il y a des satisfactions, des joies, des réussites, des belles relations, des belles rencontres. Tout ça, ça fait partie des moments de bonheur, mais être heureux, c'est quelque chose de plus absolu, et j'aurais peut-être plus de mal, moi, à faire partie de ces gens-là, en tout cas. Je ne vais pas dire que je suis malheureuse, pas du tout, mais heureuse, ça me paraît un peu très ambitieux, en tout cas. Quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface ? C'est un peu difficile. Je crois que peut-être des petites images, par exemple, comme je faisais beaucoup de piano, jouer devant mon père qui était très fier de moi. Donc ça, c'est un petit bonheur, on va dire. Encore par rapport à la musique, quand ma mère m'accompagnait au conservatoire quand j'étais toute petite, on n'avait pas de conservatoire tout près, donc il fallait m'amener. Donc elle m'amenait, elle me ramenait, on passait par une boulangerie, je me rappelle, ce mocha au chocolat que j'adorais et qui était incontournable chaque semaine. Voilà, c'est des petits moments comme ça où on m'a accompagnée dans ce que j'aimais, quoi. Peut-être les fêtes, peut-être les... Vous étiez fille unique ? Non, j'ai 2 frères. D'accord. Et donc des moments aussi avec vos frères, vous en avez ? Oui, enfant, on va dire. Après, la relation a changé. Enfant, oui, j'étais... comme je suis la petite dernière, on va dire, j'étais assez couvée par mes frères, mes grands frères que j'adorais, que j'ai idéalisé beaucoup. Et puis après, nos chemins se sont un petit peu séparés, oui. Éloignés. Sarah, donc on a dit que vous aimiez toutes les formes d'art, enfin en tout cas beaucoup de formes d'art, peut-être pas toutes. Mais si je vous demande c'est quoi le livre, le film, la pièce de théâtre, ou plus récemment je demande la chanson, ou bien encore l'auteur, donc vous avez le choix en fait, qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi ? Dans les livres, il y en a beaucoup. Enfin bon, auteur, il y a Stefan Zweig, évidemment, Garcia Marquez, Carlos Safon. Une pièce que j'ai vue récemment qui est excellente, que je conseille avec Anne Richard, c'est Rentrée 42, qui est une pièce absolument extraordinaire sur la rentrée d'une classe en 1942, où on voit tout d'un coup que sur la liste des inscrits, il y a une centaine d'enfants qui est absent. Et évidemment, ce sont malheureusement les enfants qui ont été raflés pendant la rafle du Veldiv, mais c'est mené d'une façon extraordinaire et c'est une pièce que j'ai vue il y a peut-être 2 mois et que je conseille fortement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Un film ? Ça peut être un film, un livre, une pièce de théâtre, une chanson. Un auteur, vous nous avez dit, donc Zweig, Safon et Marquez, oui, il y a aussi, je sais pas, Sapienza, peut-être L'Art de la joie. Enfin, j'en ai des tas, des livres que j'ai adorés. Et un film alors ? Un film. Vous nous avez dit pour la pièce, vous nous avez dit pour le livre, les livres, et pour le cinéma. J'ai vu récemment Beetlejuice, ça paraît drôle, mais comme j'ai vu avec mon fils, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien
Tim Burton. Enfin, c'est assez... Surréaliste. C'est assez surréaliste, mais bon, le moment a été partagé avec mon fils, donc ça a tout changé, évidemment. C'était un plaisir, voilà. Je sais pas, j'aurais eu le même plaisir sans lui, mais... C'était un univers poétique partagé, on va dire. Oui, c'était une belle aventure, on va dire. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver, sous-entendu pour être heureuse, pour tenter de l'être, puisque vous avez dit que c'était pas facile. Oui, non, c'est pas facile. La créativité, je crois que c'est quelque chose d'essentiel pour moi, de créer, même si on ne crée rien qui n'existe déjà, mais de créer, cet élan de création pour moi est fondamental. Et puis peut-être que ça rejoint aussi l'amour en général, parce que c'est l'amour... c'est l'amour des choses. Enfin, en fait, moi, mon idée toujours dans ma création, c'est de sublimer un peu, de partager la beauté du monde, parce que le monde est magnifique, même si à côté, il y a des choses absolument terribles. Mais voilà, c'est toujours cette quête de lumière dans l'obscurité, essayer de se relever, essayer d'aspirer à... Cette aspiration, en fait, aux belles choses, donc je pourrais pas me passer de ça, de cette création, je crois, et l'amour y est lié, bien sûr, parce que c'est alors l'amour du partenaire dans l'idéal, évidemment, mais aussi il y a aussi l'amour des choses, l'amour des proches, l'amour des enfants, bien sûr, l'amour de la nature, enfin tout ce qui m'émerveille, et il y a beaucoup de choses qui m'émerveillent, je suis très sensible, et enfin il y a beaucoup de choses qui m'appellent, et je suis assez réceptive à beaucoup de choses. Alors on l'a dit au début, on s'est connus à travers la poésie. Et finalement, dans tous les arts que vous pratiquez, il y a de la poésie. Il y a une forme de poésie dans tout, dans vos tableaux, dans vos écrits, même quand c'est pas de la poésie, puisque vous avez écrit aussi des essais et des romans. Est-ce que vous diriez, je l'ai cité récemment dans un atelier de poésie que j'ai fait, est-ce que vous diriez, comme Jean-Pierre Siméon, que la poésie sauvera le monde ? J'aimerais bien, oui, on aimerait tous, oui. Je pense que la poésie est en soi, effectivement, donc après elle transparaît dans tout ce qu'on fait, en fait. Quand on a une âme de poète, c'est pour ça qu'elle s'illustre dans plusieurs modes d'expression. La conscience, je dirais aussi, alors après, sauvera le monde, mais alors est-ce que on peut l'associer effectivement à la poésie ? C'est pas suffisant pour moi, la poésie. Il y a aussi la conscience, le discernement, la reconnaissance, donner et recevoir, hein, c'est quelque chose qui est important aussi. Il faut que tout ça, voilà, il y a tellement de choses en fait qui font partie de ce monde et qui sont essentielles. Mais la poésie, bien sûr, ça m'est très cher, donc je ne le contredirai pas. Alors donc c'est une question récente que je pose depuis effectivement quelques épisodes. Je ne demande pas aux gens s'ils sont croyants, pratiquants dans telle ou telle religion. Ça ne me regarde pas et ça c'est de l'ordre de l'intime. En revanche, quel est votre rapport, enfin comment vous définiriez votre rapport avec tout ce qui est spiritualité et avec la mort ou l'au-delà ? Je crois savoir que vous avez été récemment impacté par cette question. Donc voilà, comment vous vous positionnez par rapport à tout ce qui est spiritualité et rapport avec l'au-delà ? Non, je suis très attachée à mon identité, je suis très attachée à la spiritualité, je suis traditionnaliste. J'ai certaines croyances, des convictions. En ce qui concerne l'au-delà, je ne sais pas trop. J'ai été éprouvée récemment par la mort de mes 2 parents en 1 an et demi. Donc c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Je ne m'aventurerai pas trop dans ce domaine-là, de l'au-delà, je ne sais pas. En tout cas, je suis très attachée à la célébration. Donc là, il y a eu l'anniversaire de la mort de mon père. Donc tous ces rites qu'on fait, pour moi, sont très très importants. Ça marque l'attachement et puis ça aide à ce qu'on appelle l'élévation de l'âme. Enfin, moi, j'y crois et j'ai envie d'y croire. Après, je suis terrassée par la mort de mes parents notamment. C'est-à-dire que c'est le néant, il n'y a plus rien. C'est horrible, en fait. On ne s'imagine pas. On a toujours peur de perdre ses parents à un moment donné, puisque c'est l'ordre des choses, mais on ne s'imagine pas que tout disparaît, qu'il n'y a plus rien. Et ce néant, il me terrifie, en fait. Et je n'ai pas de réponse. Enfin, je pense que c'est le pire qui puisse exister, c'est la mort. Enfin, il n'y a pas d'autre chose aussi négative, aussi fatale, aussi définitive. Donc, le fait qu'il n'y ait plus du tout de présence, de mots, et je n'ai pas accès à cette discussion par l'État ou le spiritisme ou je ne sais quoi. Donc, je suis un peu encore sous le choc, là, c'est assez récent, je suis encore un peu sous le choc de ces disparitions. Là, je ne sais pas trop comment réagir encore.
On l'a dit, vous êtes une poétesse, vous avez écrit beaucoup de livres de poèmes. On a parlé de Gris de peine tout à l'heure, mais vous avez aussi publié d'autres livres, dont une anthologie de la poésie qui s'appelle Marchons doucement sur nos rêves. Vous aimez les mots, vous aimez jouer avec les mots. On s'était rencontrés dans un petit café à Montparnasse où vous aviez lu vos textes, etc. Et on voyait que vous aimiez jouer avec les mots. Donc si je vous demande c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez, ou celui auquel vous pensez à l'instant même où je vous questionne là? Je pense à spiritualité, peut-être parce qu'on vient d'en parler. On vient d'en parler, spiritualité. Donc peut-être que effectivement c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Célébration, qui est paru aux éditions Unicité, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, où justement je suis très attachée au livre, au texte originel, et donc j'ai envie de célébrer les beaux mots, et c'est aussi ça la poésie, c'est de célébrer les beaux mots et de choisir le bon mot pour partir dans tel ou tel univers. Et voilà, donc je me suis aussi beaucoup intéressée à la Kabbale, tout ce qui est... j'ai un certain mysticisme. En fait, je suis très existentialiste depuis le début, c'est-à-dire depuis toute jeune, je me suis posé énormément de questions. Trop jeune, je dirais même, mais bon, je choisis pas. Petite, déjà, je me posais des questions sur le sens de la vie, etc. Donc c'est peut-être ça qui m'a menée aujourd'hui encore à... Alors j'ai quelques réponses, mais évidemment, c'est très prétentieux d'avoir les réponses. En tout cas, je cherche tout le temps, quoi. Je cherche tout le temps, je continue à chercher, ça m'intéresse, ça donne sens à ma vie. Et peut-être qu'aussi à travers l'art, justement, je suis toujours dans cette quête... qui n'a pas de fin, et c'est ça qui est bien, c'est ça. Pour moi, ça me réjouit cet infini, en fait. Et probablement qu'à travers vos arts, les différents arts que vous pratiquez, vous n'essayez pas de trouver des réponses définitives aux choses, vous essayez de poser des questions. Oui, on répond à une question par une question, c'est plus intéressant, parce que autrement ça serait des certitudes et ça serait justement, on va y venir. Personne n'a les réponses. Je crois pas que... je crois qu'il y a des réponses, et puis après on s'approprie l'une ou l'autre, et puis rien n'est définitif, parce qu'avec le temps on peut passer de l'une à l'autre. C'est particulier, oui. On y vient parce qu'effectivement, je vais vous interroger sur le doute. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Douter de moi, certainement. Je ne suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en moi, même si j'ai acquis une certaine confiance avec le temps, avec les réalisations, etc. Mais de base, je ne suis pas quelqu'un qui ait une assurance énorme. Disons que j'ai appris à me valoriser, j'ai appris avec ce que j'ai produit, et puis la réaction aussi, le retour que j'ai pu avoir sur mes œuvres, peut-être la valeur des choses. Et c'était quoi l'autre question? Si vous doutiez, si oui, est-ce que vous doutiez de vous ou des autres? Des autres, je doute pas forcément des autres. Ça dépend de qui, en fait, des proches. Voilà, mes enfants, pour moi, c'est un amour inconditionnel, donc je suis toujours derrière eux, même si on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Il y a une entente absolument parfaite. Enfin, je m'entends très bien avec mes enfants, je suis ravie de ça. Donc voilà, je n'ai aucun doute. Je suis avec eux de façon complètement inconditionnelle. Doute sur les autres, parfois on a des déceptions, on a des illusions, donc mais je suis pas quelqu'un d'emblée qui doute, mais peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu plus méfiante qu'avant. Si vous avez des désillusions, c'est que justement au début vous n'aviez pas de doute. Oui, je crois que j'étais assez naïve, innocente, naïve, et donc voilà, comme tout le monde, on rencontre des murs, on prend des baffes, et puis voilà, il faut réagir, et c'est difficile parfois. Ouais. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Je dis bien le plus, pas le moins. Donc un défaut qui n'est pas rédhibitoire. Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'indulgence pour les gros défauts. Je ne crois pas que je dois avoir beaucoup d'indulgence, sans être tyrannique non plus. Mais je suis assez dépitée parfois de la médiocrité de certaines personnes ou de certains événements, de certains commentaires, sur l'actualité notamment, mais je ne vais pas rentrer là-dedans non plus. Le plus d'indulgence, peut-être sur la faiblesse. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas à affronter certaines choses et qui sont un peu perdus. Donc je dois avoir de l'indulgence là-dessus, parce que je suis toujours un peu du parti de l'opprimé. Moi, je suis toujours un petit peu du côté du faible. Celui qui est un peu à l'écart, celui qui est un peu différent. Donc c'est peut-être le trait de caractère pour lequel je serai le plus indulgente. Mais... Le monde, et particulièrement la France, a du mal à être optimiste en ce moment. Mais la France est
pas qu'en ce moment, on a un pays très pessimiste. Et vous, est-ce que vous vous classez plutôt dans le camp des optimistes? Et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Moi, je me situe plutôt dans le camp des optimistes, même si je suis assez réaliste sur tout ce qui dysfonctionne, et ça manque pas, en particulier en France, mais pas seulement. Je crois que c'est cette lumière que je ressens qui me rend optimiste. Alors, je ne sais pas toujours la nommer, ni la quantifier, ni exactement la définir peut-être, mais je crois que on a toujours beaucoup de choses qui nous abattent, et il y a des injustices flagrantes, mais quand on pense être dans le camp de la vérité, alors on n'est pas sûr non plus, mais on pense, et quand on a des convictions, et quand on n'a rien fait de mal, a priori, on est plutôt optimiste, il n'y a pas de raison, même si le monde n'est pas très beau. Mais justement, l'art, c'est une ressource aussi pour affronter tout ça, et c'est pas une petite ressource, c'est une grande ressource pour justement pouvoir accepter un monde qui dysfonctionne totalement. Voilà, il suffit juste de choisir le bon camp, et ça, c'est le discernement, et c'est essentiel. Ça serait une échappatoire, un exutoire, ça serait quelque chose qui vous permettrait justement d'inclure de l'optimisme dans une vie qui l'est pas toujours? L'art, les différents arts. En fait, c'est pas calculé d'avance, c'est pas réfléchi d'avance, c'est venu comme ça, et je trouve que ça remplit sa tâche, entre guillemets, dans le sens où ça me donne énormément de ressources personnelles pour affronter le monde ambiant, enfin l'hostilité ambiante parfois aussi. Mais c'est pas quelque chose de réfléchi au départ, c'est quelque chose qui m'est arrivé, heureusement, par bonheur, et que j'utilise comme rempart peut-être contre l'inimitié, contre l'hostilité, et voilà, je suis plutôt optimiste. Et bien pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout court pour les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois? Donc vous avez bientôt un salon extrêmement important en peinture. Et pour tout le reste, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Que la créativité continue, que la production continue, que les belles choses continuent également. C'est-à-dire, là j'ai pas mal de projets, j'ai un livre en cours, j'ai donc cette expo, je viens récemment d'avoir aussi dans un magazine photo des photos sélectionnées, une dizaine de photos, donc ça m'a vraiment fait plaisir, parce que je me dis que peut-être que j'irai à Arles cet été exposer. Enfin, je sais pas trop. Voilà, moi j'aime bien rêver en fait. Donc, si les choses se font, je suis très heureuse. Elles se font pas toujours, mais il y a des choses qui se font, et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait du bien. Oui, que cette lumière toujours m'habite, que cette lumière toujours soit là pour justement être un petit peu protégé de tout ce qui se passe autour. Le monde ne va pas très bien, on le sait, et donc moi je voudrais participer au monde et toujours essayer de mettre ma pierre à l'édifice pour qu'il aille mieux. C'est très prétentieux et ça peut se faire qu'à une minuscule échelle, mais je veux être dans ce camp-là. En tout cas, je veux moi essayer de participer à ça. Je le fais à moindre mesure, bien sûr. Et bien c'est ce qu'on vous souhaite, Sarah, que vous soyez toujours éclairée par cette lumière dont je peux témoigner, qui émane de vous d'ailleurs. On voit dans votre visage, il y a quelque chose de... Je dirais pas qu'il y a quelque chose de serein, mais il y a quelque chose de la personne en quête de lumière. Merci Sarah. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.